L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana, il est 8h34, vous allez nous parler non pas de la déclaration Balfour, bien que ce soit un événement historique marquant aujourd'hui dans le cadre de cette chronique Un jour notre histoire, mais du décès. Aujourd'hui, il y a plusieurs, on va dire... C'est en 1934, ouais, donc c'était il y a longtemps. Ça fait bien longtemps. Ça fait 80 ans, plus de 80 ans du baron Edmond de Rothschild. Voilà. Alors c'est assez intéressant parce que la date d'aujourd'hui apparaît être bien entendu une date importante pour les sionistes avec l'histoire de Balfour. Eh ben, c'est une date où en fait il y a énormément de personnalités, de personnalités sionistes qui sont nées ou mortes ce jour-là. Et j'ai pensé que Edmond de Rothschild c'était une personnalité puisqu'il était français, dont je souhaitais parler. Alors il fait partie de la branche de Paris. Il faut savoir que la famille Rothschild, il y a 5 branches comme les 5 fils. Très rapidement, il se désintéresse. En fait, il naît en 1845, pardon. Très rapidement, il se désintéresse de tout le monde financier. C'est le chef de la branche française. C'est pas le chef de la bande française, c'est le cadet du baron James de Rothschild. Donc oui. C'est le cadet de la branche française. Avant lui, oui, voilà. Bon. Et en fait, il se désintéresse assez rapidement tout ce qui touche de la banque familiale. Donc, il est dans la philanthropie plutôt. Il est dans la philanthropie et surtout c'est un grand collectionneur. Alors c'est quelqu'un qui va collectionner énormément d'œuvres d'art. C'est lui qui va aussi faire don d'une immense partie de son art au musée français. Et à part ça, il se découvre une passion pour le sionisme à partir de 1882, puisqu'il va commencer à acheter des terres. À l'époque, c'est la Palestine. Donc, on est avant la création du KKL. On est bien avant ça. On est avant le premier congrès sioniste. Il achète des terres avec ce qu'on appelle les Chovevet Tzion. Et c'est ainsi qu'on va créer Rishon LeZion, ce premier établissement. C'est lui qui va le financer. Il faut dire qu'il s'appelle en français Edmond. Et en hébreu, Binyamin. Voilà, Binyamin. Et il va financer en fait énormément de construction, de développement de ce qu'on appelle à l'époque les colonies. Par exemple, la colonie de Zichron Yaakov, c'est en souvenir de son père James qui s'appelait Yaakov. Et puis très rapidement, en fait, il décide, non seulement d'acheter des terres, mais aussi il va financer, faire venir des populations parce qu'il est. Non, pas seulement les populations, si je ne m'abuse, les experts qui vont. Alors voilà, j'y arrive, Daniel. Voilà. Alors il y a 2 choses. Il y a d'un côté, il est très touché par tout l'antisémitisme. Il faut savoir que la femme qu'il a épousée, c'est sa cousine. Sa cousine, elle fait partie très aussi. Voilà, elle est très pratiquante. Et donc il est très touché par tout ce qui touche à la tradition juive. Non seulement par la tradition, mais aussi il a un cœur juif très important. Et quand il voit les différents pogroms en Russie, etc., il comprend que c'est très important pour les juifs d'avoir la même chose dont on a parlé dans la création de la déclaration Balfour, c'est-à-dire une maison juive, un endroit où les juifs peuvent vivre librement. Et donc il va acheter plusieurs colonies, c'est d'un côté. De l'autre côté, très rapidement, il se rend compte que ces juifs qui arrivent en Israël ne connaissent rien à l'agriculture. Rien du tout. Et donc il va faire venir des experts, il va faire venir même des gens, il va soutenir par exemple Charles Netter qui va ouvrir cette école agricole. Donc il va être derrière eux pour en fait leur donner le maximum d'outils littéraires de façon figurée pour pouvoir développer la terre d'Israël. Alors aujourd'hui, on connaît énormément des choses qu'il a développées. On connaît aussi, à côté de Zichron Yaakov, il y a un grand jardin qui s'appelle Ramat Nadiv, qui a son nom. Il se faisait appeler... Oui, en fait, il y a beaucoup de localités de cette région, Binyamina, oui, exactement. Zichron, Maskeret Batia, etc. Alors, pourquoi juste, j'ai parlé de Ramat Nadiv, pourquoi est-ce que ce grand jardin, pourquoi est-ce qu'il est tellement important? Parce que c'était quelqu'un aussi qui adorait les jardins et qui a développé lui-même des jardins. Et à Paris, dans la région parisienne, il y aura le château de la... Là, je peux pas vous aider. Ouais, je l'ai noté, il faut que je
le retrouve. Bon, c'est pas très grave. Il va développer donc tous ces châteaux. Le domaine de Ferrières contigu, qui est pas très loin de Paris, où il va développer. Il y aura un immense jardin japonais. Donc c'est lui qui va développer, puisqu'il a un amour des jardins. Et en fait, en Israël, il va faire la même chose. Et c'est comme ça qu'on aura Ramat Nadiv. Et il ne faut pas oublier qu'il est enterré à Ramat Nadiv. Il y a peu de personnes qui sont enterrées à Ramat Nadiv. À Nadiv à Yadoua. À Nadiv à Yadoua, donc Nadiv en hébreu, ce qui veut dire le bienfaiteur. Voilà. Voilà, merci d'avoir d'avoir rappelé le souvenir du baron Edmond Binyamin de Rothschild, le Nadiv à Yadoua. Simi Epstein nous disait qu'à ses obsèques à Paris en 1935, tout le monde était présent, y compris Pierre Laval, qui est de triste mémoire, qui était à l'époque très proche des Juifs. Très proche des Juifs, paraît-il. Donc, merci de nous avoir éclairé sur cette page d'histoire également, une seconde page d'histoire ce matin, au-delà de cette déclaration en Balfour, dont on fête aujourd'hui même donc le centenaire. Nous allons marquer une toute petite pause, un jingle, et on se retrouve pour la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.